Bonjour à tous en direct et en public. Et en public, eh bien, au cœur du salon des fintech, du e-commerce de Kinshasa, c'est 1h20 de live ici même pour créer des ponts entre l'Europe francophone, l'Afrique francophone. Plusieurs acteurs, plusieurs pays représentés. Mais avant de présenter nos intervenants vedettes, devrais-je dire, je passe tout de suite la parole à Jérémy Nestel et Boni Malaya, les deux architectes de ce temps fort qui l'ont voulu, qui l'ont orchestré. Boni, bonjour. Jérémy, bonjour. Bonjour Marc. Bonjour, on vous entend, on t'entend très bien. C'est le moment. Boni, en avant. Oui, nous vous entendons très bien également. Bon, alors Jérémy, un petit mot. Très rapidement, merci à tous les acteurs qui ont joué effectivement le jeu et merci beaucoup à la ville de Paris et Cédric Villani et à l'ensemble des intervenants français pour cette première. Merci à tous nos partenaires de Kinshasa. Effectivement, aujourd'hui on le voit, il faut développer la francophonie, il faut bâtir des ponts numériques. Un nouveau monde est en train de se construire, on le voit avec le Covid. Il ne peut pas se construire sans intelligence collective et je suis très honoré d'avoir pu organiser avec Boni Maya, avec lesquels je travaille depuis longtemps sur son implantation en France autour du e-commerce, à faire ce pont entre Paris et Kinshasa, les deux plus grandes villes francophones au monde, pour faire du développement économique, pour faire du développement de connaissances autour de la fintech et surtout pour faire une coopération gagnant-gagnant où nous allons pouvoir développer, je l'espère, un monde meilleur pour notre avenir et tous nos enfants. Merci Jérémy Nestel. Boni Maya, 20 secondes parce que tout de suite, notre élu ici même à Paris, une contrainte, il a un TGV à prendre. Donc 20 secondes et tout de suite, Sandrine, à vous la parole pour la présentation de nos élus. Alors, merci à vous également, merci aux Français qui nous suivent en digital, merci aux Congolais qui sont ici et à toutes les délégations qui nous accompagnent pendant ces 2 jours de salon. Nous sommes très contents de vous recevoir et nous espérons que vous sortirez d'ici remplis de nouveaux contacts. Merci à tous les deux. Sandrine, c'est à vous pour la présentation de nos invités. Merci Marc-Lionel. Alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir avec nous Monsieur Arnaud Gatcha, qui est adjoint au maire de Paris, en charge des relations internationales et à la francophonie. Est-ce que Monsieur Gatcha, vous pourriez nous faire un petit mot, s'il vous plaît? Arnaud, vous êtes encore… pardon, bonjour. C'est parfait, on vous entend parfaitement. Bonjour, je n'ai pas entendu votre question, excusez-moi, bonjour tout d'abord. Ravi d'être avec vous, mais excusez-moi, je n'ai pas entendu votre question, pardon. Excusez-moi, je voulais vous laisser vous présenter devant nous. Ah d'accord, ok, très bien, merci. Donc je suis Arnaud Gatcha, je suis l'adjoint à l'international et à la francophonie de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Donc je vous disais, je suis vraiment ravi de participer à cette table ronde. Moi, je vais vous donner une vision, on va dire, plus politique. Je ne suis pas un spécialiste des questions de la tech, mais j'ai une vision politique de ce que nous souhaitons faire dans ce secteur à l'international, comment la ville de Paris compte mettre en place des mesures pour favoriser ces ponts entre Paris et notamment Kinshasa. La maire de Paris a signé dernièrement avec le gouverneur de Kinshasa un accord de coopération suite à sa réélection à la tête de l'Association internationale des maires de francophones. Et dans cet accord de coopération, il y a notamment tout un aspect lié aux villes intelligentes. Et donc, c'est vrai que c'est un aspect très important pour la ville de Paris. La maire de Paris, d'ailleurs, a nommé une adjointe en charge des nouvelles technologies, de la tech, du numérique, et qui est là pour stimuler, développer toute cette économie tech, et moi-même à l'international pour créer des ponts avec nos partenaires francophones dans ces domaines-là. Donc voilà, je suis ravi de participer à votre table ronde. Merci vraiment à vous d'être avec nous. Aujourd'hui, il y a aussi avec nous notre ministre provinciale, Madame Yvette Tabouinangoy, qui est là.
qui va pouvoir répondre à un regard croisé avec vous, Monsieur Arnaud Gacha. Je vais la laisser se présenter rapidement. Merci, Madame la ministre, d'être avec nous. Merci à vous de m'accueillir. Bonjour à tous. Donc, je suis Madame Tabou Yvette Inagoy, ministre provinciale en charge de nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais pas rien que ça. Je suis aussi ministre de Culture et Arts, Communication et Médias de la ville de Kinshasa. Et nous sommes en train de parler du pont Paris et Kinshasa. Actuellement, je suis également directrice adjointe au jeu de la francophonie qui se profile pour l'an 2022 ici à Kinshasa. Merci Madame la Ministre, merci beaucoup. Afin qu'on puisse mieux se connaître tous et tout ce qu'on attend d'une peut-être éventuelle collaboration entre Paris et Kinshasa, j'aimerais qu'on puisse faire un regard croisé entre vous deux, Monsieur Arnaud Gacha et Madame Yvette Tabou Inongoy, excusez-moi. Alors, Monsieur Arnaud Gacha, vous nous entendez? Oui, vous êtes toujours... Pardon, oui, je vous entends, excusez-moi. Je vous entends. Okay, on va passer comme ça au regard croisé. Comment envisagez-vous pour vous le partenariat entre Paris et Kinshasa dans le domaine du numérique? Alors, ce partenariat, d'abord, bonjour Madame la Ministre, enchantée. Ce partenariat entre Paris et Kinshasa, comment il peut s'envisager? Alors, de plusieurs façons. Tout d'abord, Paris a mis en place un certain nombre de procédures, notamment dans le domaine du numérique, qui ont trait notamment, je vais donner un exemple, à la dématérialisation des procédures pour les Parisiennes et les Parisiens. Donc, il y a un certain nombre un savoir-faire que Paris a mis en place, des technologies que Paris a développées au service des Parisiens et des Parisiennes. Ça peut être la possibilité de créer des échanges, de créer des coopérations, notamment à travers des délégations de nos deux villes pour échanger sur un savoir-faire et aider à ce que ce savoir-faire puisse être mis en place et développé. Ensuite, nous avons notamment un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place par la ville de Paris, d'événements. Notamment, la ville de Paris organise en lien avec Paris & Co le hacking de l'hôtel de ville. Alors, qu'est-ce que c'est que le hacking de l'hôtel de ville? C'est que tous les ans, pendant une journée, la mairie de Paris confie les clés de l'hôtel de ville aux acteurs de l'innovation pour un grand rassemblement international. Et à cette occasion, la maire informe tous les ambassadeurs bilatéraux en poste à Paris et leur propose de faire passer l'information à des startups de leur pays qui pourraient être intéressés par le hacking pour valoriser ou présenter les projets et solutions en matière d'innovation. Donc, on favorise effectivement la possibilité de recevoir ici à l'hôtel de ville un certain nombre de startups pour pouvoir participer à ce hacking de l'hôtel de ville. Donc, là encore, cette possibilité, cet événement est une occasion de collaboration. On le voit bien qu'on peut avoir avec notamment Kinshasa. Je peux rentrer après dans le détail de ce qu'est ce hacking, si ça vous intéresse, mais voilà. On va poser une question à Madame Yvette. Madame la ministre, je vous écoute. Je dis aussi bonjour directement à Monsieur Gacha. Comment nous envisageons ce partenariat? Monsieur a présenté déjà, je dirais, de belles propositions et ceux qu'ils ont déjà entrepris au niveau de Paris, qui sont comme les autres des propositions. À travers ce salon de FinTech, on voit que Kinshasa regorge de talents. Bien que parfois on parle de retard au niveau de notre pays dans le secteur du numérique, mais ce genre d'occasion montre vraiment que le quinoa, puisque nous sommes à Kinshasa, le quinoa est vraiment en train de se démêler
pour être dans le track, comme on dit, pour rester dans le vent et surtout dans l'innovation du numérique. Et ça, personnellement, même, j'en suis fier. Et alors, à ce moment-là, je pourrais dire à Paris que nous sommes prêts à toute collaboration, tout partenariat win-win. Parce que nous avons des choses à offrir, ils ont des choses à offrir, et comme il a dit, s'ils viennent à Kinshasa, on pourra en discuter de comment développer des partenariats win-win en tout cas. Bien sûr, de toute façon, un bon échange, c'est un échange réciproque. Donc, je suis sûr que vous aviez aussi évidemment beaucoup de choses à nous offrir. En tout cas, c'était le but de cet accord de coopération, d'amitié qui a été renouvelé entre le gouverneur de Kinshasa et la maire de Paris, hein, évidemment. Vous le faisiez allusion, monsieur, lors de l'introduction, au fait que la RDC est le plus grand pays francophone, hein, évidemment, d'Afrique, pardon. Et c'est un pays pour nous majeur dans les relations que nous avons avec les différentes villes du continent africain. Ce qui explique d'ailleurs que cet accord d'amitié a été signé ici à l'Hôtel de Ville à l'occasion des 5 ans des accords de Paris. Il y a des domaines particuliers d'ailleurs qui peuvent faire l'objet de coopération, notamment dans le domaine du numérique. Le député Cédric Bellani en parlera mieux que moi parce que c'est un spécialiste, mais la protection de l'environnement, aujourd'hui, les enjeux liés au climat, le numérique, le digital apportent des solutions, apportent des possibilités, évidemment, sur ces questions-là, de pouvoir agir, de pouvoir permettre des accords de coopération. Là aussi, nous allons avoir l'ouverture de l'Académie du climat bientôt à Paris, qui sera un lieu ouvert dans l'ancienne mairie du 4e arrondissement. Ce lieu accueillera la jeunesse parisienne pour qu'elle se forme aux enjeux liés à l'environnement. Là encore, ça donnera la possibilité pour moi de proposer, dans le cadre de nos accords internationaux, de pouvoir accueillir des délégations pour pouvoir créer ces échanges sur la question liée au climat, à l'écologie, à la préservation notamment de la biodiversité. Si je parle de biodiversité, c'est parce que je prépare actuellement une grande conférence internationale qui se tiendra à Paris au mois d'octobre sur la préservation des forêts d'Afrique centrale et la protection de la biodiversité. Et évidemment, le gouverneur de Kinshasa sera invité. Nous allons travailler avec l'IMF qui est notre partenaire, qui va donc notamment se charger d'inviter un certain nombre de grandes villes qui font partie du réseau de l'IMF. Et là encore, se donnera la possibilité notamment de pouvoir, dans le domaine du numérique, voir les innovations qui permettront, sur ce sujet de la protection de l'environnement, d'apporter des possibilités de coopération et d'innovation. Est-ce qu'il y a une autre question que vous souhaitiez me poser? Oui, je précise d'autant plus, Arnaud, que je crois que vous allez devoir nous quitter très, très rapidement. Donc, s'il y a une dernière question, peut-être, Sandrine, avant que nous libérions Arnaud Ngacha. Allô, allô? Oui. Oui, allô, allô. Martin, excuse-moi, est-ce que tu peux accepter et rentrer dans le… Par ailleurs, si vous permettez, à ce moment-là, je vais rajouter juste un point important. Je faisais allusion à l'Association internationale des maires francophones, qui est vraiment une organisation fondamentale dans ce rapport que nous avons avec Kinshasa, évidemment, qui en fait partie, mais les grandes villes francophones. Parce que le sujet du numérique est un sujet central. Il a été mis au cœur des enjeux lors du rassemblement à Tunis pour la réélection de la maire de Paris à la présidence de l'IMF. Et le secrétaire permanent Pierre Baillet de l'association développe des outils, là aussi, de coopération en matière de numérique pour favoriser des échanges, favoriser
des possibilités croisées entre Paris et les différentes villes francophones. Je faisais allusion tout à l'heure aux startups parce que, notamment à travers la station F, ici, à laquelle nous avons beaucoup collaboré, ça permet voilà, de permettre d'aider, d'accueillir notamment de jeunes entrepreneurs et de voir comment on peut leur apporter nous, notre aide et aussi nous de s'enrichir de leurs idées, de leur énergie et de leur vision. Je reprends le micro, mais je signale qu'on a eu à un moment donné un problème de connectivité et je n'ai pas su vraiment entendre tout ce que vous disiez. Toutefois, l'importance, je réagis sur l'importance des échanges aussi. C'est-à-dire qu'ici, à Kinshasa, les talents sont là. Nous pouvons développer aussi des missions économiques pour pouvoir échanger. Nous, à l'occasion, vous organisez des séminaires ou ici aussi, vous aurez pu être ici actuellement avec des Français aussi qui seraient venus découvrir l'ingéniosité et les innovations que lancent les jeunes Congolais, les jeunes Quinois. Et ça serait vraiment une très très bonne occasion d'échange. Et tout devrait partir aussi de là. Tout à fait. Pardon, c'était l'objet justement de ce que je disais. Malheureusement, vous ne m'avez pas entendu, mais j'abondais dans votre sens. Et évidemment, je faisais notamment allusion à la station F qui permet notamment sur le travail des startups de pouvoir, je pense, créer ces échanges-là parce que je pense qu'effectivement, auprès notamment des jeunes Quinois, et il y a une créativité, une inventivité, une volonté de développer des entreprises. Et c'est ça qui est formidable avec le numérique, c'est cette possibilité de créer ces entreprises, d'innover. Et moi, je disais lors d'une interview que j'ai donnée à Afrique Magazine, oui, c'est ça, Afrique Magazine, excusez-moi, je disais le numérique est une chance pour l'Afrique et mon propos était de dire qu'elle permet de créer, notamment pour ceux qui sont moins favorisés, elle permet quand même pour certains de s'exprimer, de pouvoir proposer leurs idées et leurs créations. Et je suis persuadé que nous avons beaucoup à apprendre d'un certain nombre d'initiatives de jeunes Quinois qui, on le voit bien, sont très dynamiques en la matière. Oui, et nous également, c'est apprendre aussi de la part des économies plus matures, surtout dans le secteur du numérique. Mais je voulais dire au niveau institutionnel, à Kinshasa, justement aussi pour évoluer au niveau de l'e-gouvernance, le gouverneur de Kinshasa a créé l'agence du développement du numérique de Kinshasa, l'APDNK en sigle. Cela fait déjà une année. C'est vraiment pour impulser ce développement-là au sein de nos institutions. Et c'est vraiment pour nous un levier de croissance économique et aussi de développement du numérique dans la ville. Ça, c'est quelque chose que je tenais vraiment à signaler pour montrer la volonté à Kinshasa à vraiment s'intégrer dans le secteur du numérique et de la digitalisation, des matérialisations, des process aussi au niveau institutionnel. Bien Donc, sûr. on fait aussi là. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que, pardon Madame la Ministre, c'est pour ça que j'avais commencé par là dans les accords de coopération, notamment ce savoir-faire de la ville de Paris et cette volonté de la ville de Paris notamment vis-à-vis des Parisiens d'accélérer cette digitalisation, cette dématérialisation qui se traduit dans les différents domaines pour permettre aux Parisiens au mieux de pouvoir user des outils digitaux dans le cadre des rapports qu'ils ont avec la ville de Paris. Et évidemment, c'est des possibilités pour nous
de collaborer ensemble dans ces domaines-là, d'échanger. Il y a un autre domaine, et après je voudrais vous quitter, un autre sujet dont nous avions parlé notamment avec le gouverneur de Kinshasa, qui est tout ce qui a trait aux déchets, traitement des eaux. Là, encore, on voit qu'il y a sur ces sujets-là qui sont fondamentaux pour nous, les grandes villes, de voir comment les innovations technologiques peuvent là aussi permettre, et le numérique est une possibilité d'améliorer en la matière les problématiques qui peuvent se poser. Eh bien, Oui, Arnaud c'est vrai. Ngatsha, merci. Madame la ministre, je crois que nous devons libérer Arnaud Ngatsha. Moi, je voulais vous remercier en tant que commissaire général du village francophone pour nous avoir fait ce beau cadeau entre Paris et Kinshasa de créer des ponts. Vous savez que nous, au village francophone, entre l'Europe francophone, l'Amérique francophone et l'Afrique francophone, on sera vraiment désireux de vous accueillir sur tous nos événements. Avant que vous nous quittiez, Arnaud Ngatsha et Madame la ministre, je vous rappelle que dès lundi, vos incubateurs, vos acteurs du numérique sont avec nous. On relie 19 pays et 35 régions du monde autour des industries créatives, et vous êtes au sein du village francophone chez vous. Arnaud Ngatsha, merci. J'espère que vous n'avez pas raté votre TGV. Attendez, je dis juste un dernier mot. D'abord, vous remercier pour votre initiative, remercier tous les organisateurs et remercier Madame la ministre et lui demander qu'elle transmette mes amitiés au gouverneur de Kinshasa, que j'ai eu la chance de connaître et que j'apprécie beaucoup. En tout cas, cette amitié, on est heureux de la faire vivre. Madame la ministre, une réponse Merci. rapide. Au revoir. Et monsieur le gouverneur, ce matin même, a tenu à me rappeler que vous connaissiez personnellement. Oui, tout Donc, à je vous fait. remercie de l'amitié. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Très heureux, en tout cas, à l'antenne du village francophone, de participer, de nourrir cette amitié, ces ponts. Alors maintenant, on va accueillir un homme qui, en France, pour nous, un élu qui est assez emblématique. Nous, on l'aime évidemment beaucoup dans les sphères de l'innovation. Il est mathématicien. Il connaît, quand on parle d'IA, ça n'est pas un discours convenu, il connaît le discours et la technologie dans les moindres détails. Cédric Villani, un grand merci pour nous. C'est énorme de vous avoir en plus un samedi. Je pense que vos semaines sont très chargées. Merci Cédric Villani d'avoir su adapter votre agenda pour être avec nous. Alors Sandrine a une petite question pour vous. Je lui passe tout de suite la parole et je vous mets également en relation avec Madame la ministre. Sandrine. Oui. Bonjour Monsieur Villani, ravi de vous avoir avec nous. J'ai exactement même deux questions. Vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends très bien. Monsieur Villani, est-ce que l'intelligence artificielle est un levier de nouvelles technologies très important en Occident? Et comment son rôle peut se développer en Afrique? Merci beaucoup. Avant toute chose, chers amis, salutations à Madame la ministre, salutations à tout l'écosystème et les personnes présentes en plateau pour ce bel événement. Je voudrais dire que c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver dans des événements liés aux sciences et à la francophonie. C'est bien pour ça que j'ai tordu mon emploi du temps, comme on le disait, pour pouvoir participer ici. En fait, pendant de longues années, depuis plus de 10 ans, j'ai été impliqué dans le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche dans l'Afrique francophone, en particulier Bénin, Sénégal, Cameroun. C'est ma première interaction formelle avec la RDC et j'espère bien que ça pourra se suivre d'autres événements en virtuel et en présentiel, comme on sait bien qu'il n'y a rien de mieux que le présentiel pour nouer de bons contacts et pour nouer la confiance qui est au cœur de tous les travaux de progrès. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'abord qui est à l'intersection entre le numérique et la mathématique. Et il faut bien avoir en tête que quand on développe l'intelligence artificielle, on développe tout un ensemble de processus et de savoir-faire qui viennent avec. Plus que dans la plupart des technologies d'innovation, parce qu'avec l'intelligence artificielle, il s'agit de remplacer le savoir-faire existant dans un domaine. C'est une discipline ou plutôt un ensemble de techniques qui, plus que tout autre, se nourrit dans le dialogue entre le développeur et l'usager. Et donc, le savoir-faire dans tous les métiers joue un rôle extrêmement important là-dedans. Intelligence artificielle, ce sont des technologies qui s'appliquent à un peu tout. Et dans le contexte africain, où est-ce qu'on les attend en particulier? On les attend pour
permettre plus de diagnostic, plus de compréhension, plus de progrès dans les disciplines clés pour le continent africain, qui sont la dématérialisation et le contact, bien sûr, dans un immense continent où on a besoin de raccourcir les distances, qui sont la préservation de l'environnement, l'action écologique, dans un continent où les enjeux écologiques sont absolument majeurs, et puis, bien sûr, le développement de l'économie numérique, digitale, que ce soit du côté de la finance, que ce soit du côté de l'économie de la connaissance aussi. J'ai eu l'honneur de participer il y a quelques années à un MOOC francophone basé en partie en Afrique. C'était un projet qui se faisait entre Paris et Dakar avec le professeur Diarra Seck de l'université Cheikh Anta Diop. Et c'était le premier pas de projet que j'entends bien continuer à développer, dans lesquels la connaissance, à travers ces cours en ligne aussi interactifs que possible et s'appuyant sur une architecture humaine, peuvent aider de façon forte à renforcer le transfert de connaissances. Donc, éducation, écologie, toute l'économie numérique, avec des enjeux sociaux derrière, évidemment. J'ai parlé d'éducation, l'enjeu fort, majeur qu'il y a aussi par rapport à l'Afrique, qui est la meilleure éducation, le fait de pousser et développer autant que possible la place des femmes dans tous les secteurs de la société. Merci. Il y a des moments qui coupent un petit peu, hein, il y a des petits problèmes d'Internet ici. J'ai une seconde question pour vous. L'entrepreneuriat, en l'impression d'être très engagé dans l'entrepreneuriat. On a vu que vous encouragiez vos étudiants de Normal Sup à aller entreprendre justement en Afrique. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ça, s'il vous plaît? Oui, je pense que les expériences qu'on peut avoir d'abord à cheval sur plusieurs continents sont extraordinairement enrichissantes. Et dans ce contexte de culture commune francophone en particulier, les opportunités de développement entre l'Europe et l'Afrique sont quelque chose qu'il faut développer de façon très forte. J'ai été moi-même engagé, je vous le disais, dans des projets d'enseignement supérieur. J'ai été membre de conseil scientifique d'une initiative d'excellence basée au Bénin, très impliqué dans le développement du African Institute of Mathematical Sciences. Et toujours, j'ai encouragé mes étudiants à prendre part à de tels projets, soit sur un angle purement scientifique, soit sous un angle qui mélange science et entrepreneuriat. Ça ne va pas de soi, se lancer dans une entreprise en Afrique. À la fois, c'est très facile parce qu'on peut se lancer très facile, très directement, et en même temps semé d'obstacles. Des obstacles qui peuvent être de nature juridique, qui peuvent être de nature liée aux ressources humaines, qui peuvent être liés parfois aux difficultés de connexion par rapport aux infrastructures. Tout cela, je l'ai vu et rencontré dans les projets auxquels j'ai été associé en Afrique. Des obstacles juridiques, des obstacles de ressources humaines, des obstacles liés aux infrastructures. C'est extrêmement formateur en même temps. Ça ne peut pas. Oui, vous m'entendez? On vous écoute, excusez-moi. Ça fait partie de ce qu'on parlait, de ce côté foisonnant des rencontres entre continents. Et ça montre bien aussi à quel point il est important de combiner le virtuel et le présentiel pour les échanges. Et donc, je disais, les expériences d'entrepreneuriat de l'Europe avec l'Afrique, elles doivent se faire, bien sûr, toujours de façon jointe, avec des entrepreneurs, des scientifiques européens et des entrepreneurs, des scientifiques africains, dans un partenariat où on partage pleinement la responsabilité et la construction. Merci, et ça se fait toujours aussi, je terminerai là-dessus, avec des rencontres personnelles et le fait et des rencontres qui font qu'il ne s'agit pas seulement de choses basées sur le bon résultat, mais aussi sur le sentiment et l'émotion. Oui, Monsieur Villani, je voulais en profiter pour saluer votre initiative
d'encourager vos étudiants à venir en Afrique pour des expériences d'entrepreneuriat, pour lancer des expériences d'entrepreneuriat. C'est vraiment dans cette optique, lorsque je parlais d'échanges, de partenariat win-win, c'est une occasion de dire que voilà, en Afrique, il y a aussi du génie là-bas qui pourrait apporter aussi pour la France, pour les autres pays, même en général, comme on parle des pays francophones. Donc, je voulais vraiment saluer, je tenais à saluer cette initiative. C'est pour nous prendre en considération et c'est important. Je vous remercie. Merci Cédric Villani, merci Madame la Ministre. Alors vous êtes évidemment, si votre agenda vous le permet, totalement invité à participer à l'ensemble des débats. Dans quelques instants, eh bien, à la fois des experts de ce e-commerce, des fintech africaines, puisqu'on a évidemment des spécialistes de la République démocratique du Congo, mais aussi d'autres pays africains, des spécialistes de l'Europe francophone. Nous, ça fait longtemps au village francophone qu'on a aboli, on ne parle plus de France, on parle plus de pays, on parle de régions, de territoires, on les met en réseau et c'est vrai qu'on n'aime plus trop ces notions de pays qui sont à l'ère du numérique pas très tangibles et notamment pour nos jeunes générations. Alors le panel, il est extrêmement dense. Avec Sandrine, on s'est partagé le boulot. Moi, je vais me charger de présenter nos experts africains. Sandrine, c'est à vous pour la présentation des experts européens. Juste avant ça, Marc-Lionel, permets-moi de libérer Madame la Ministre, qui a évidemment récité une autre manifestation. Merci à vous, Madame la Ministre, d'être venue ici. Madame la Ministre, si je peux me permettre également, lundi, mardi, donc regardez, nous avons en direct de nos collectifs du village francophone qui sont à Hollywood, qui sont à San Francisco, qui sont dans une dizaine de pays d'Afrique, un grand focus sur les industries créatives et j'ai vu que vous étiez également en charge de ce domaine en plus de votre mandat sur les nouvelles technologies. Et donc, si vous-même, Madame la Ministre ou un de vos collaborateurs souhaite participer à nos échanges, comptez sur toutes les équipes et tous nos collectifs géographiques et sectoriels pour vous accueillir et pour donner la parole à vos talents de RDC. Boni fait déjà partie du programme, Boni Maya, que je salue, et on serait vraiment très fiers et très heureux de vous accueillir si votre agenda vous le permet. Merci du fond du cœur, Madame la Ministre. Madame la Ministre, merci beaucoup. Allez, Sandrine, c'est à vous pour la présentation de nos experts européens. À moins que vous souhaitiez, vous retrouviez vos notes, que je présente nos invités africains, peut-être. Moi, je suis prête, ça y est. Allez, c'est parti. En avant. Oh. Notre premier invité francophone sera Maximilien Nayaradou, directeur général du pôle compétitivité de Mondial Finance et Innovation. Nous aurons aussi Thibault Le Carpentier, directeur associé d'Obsand, qui est spécialisé dans tout ce qui est e-commerce. Nous aurons Yves Sassi, fondateur du club de la franchise. Oui, allons-y. Je pense que c'est bon. De côté. Si on a oublié quelqu'un, n'hésitez pas. Merci en tout cas également, Monsieur le Ministre Cédric Villani, de rester avec nous pour le temps qui est le vôtre. On est évidemment très heureux. On va parler de FinTech, on va parler de e-commerce. Et évidemment, l'intelligence artificielle est un des moteurs de l'excellence dans ces deux domaines. Vous intervenez quand vous le souhaitez. Alors, pour l'Afrique, rassurez-moi parce que j'ai un certain nombre de noms qui se sont connectés ici même sur le Zoom de travail. Mais je présume, peut-être parce que je n'ai pas la vue de tout le plateau. Je vais peut-être vous demander, Sandrine, et après je ferai le relais sur la présentation. J'aperçois Boni Maya. Alors, Boni Maya, je peux le présenter, on se connaît depuis longtemps et c'est notre relais et grand maître, c'est le grand chef d'orchestre du village francophone pour la RDC. Boni, bonjour. Organisateur du salon, infatigable promoteur de l'économie sur le continent africain, en République démocratique du Congo. Et en plus de ça, il devait s'ennuyer. Il s'est réveillé un matin et il s'est dit, tiens, et si on montait le salon du e-commerce et des fintech? Tout se passe bien apparemment de ce côté-ci, Boni Maya? Oui, tout se passe bien. Merci à vous également d'être connectés. Nous remercions ceux qui sont passés. Nous remercions Madame la Ministre et Monsieur Villani et Monsieur Gacha qui étaient connectés avec nous.
tout va très bien et nous sommes prêts pour la suite du programme. Alors, je ne vois pas le plateau, mais est-ce que Alliance est avec nous? Alliance Caquès, qui est annoncée dans le programme, est-elle sur le plateau ou est-elle connectée au Zoom? Alliance est malade. Je n'entends pas la réponse. Bon, c'est pas grave. Le temps qu'on me dise qui est présent sur le plateau, parce que je ne l'aperçois pas, j'en profite donc pour accueillir Silver. Silver, soyez le bienvenu. Silver, vous êtes un homme d'action. Vous êtes un spécialiste des fintech sur tout le continent africain. Je vous laisse vous présenter, nous présenter bien votre dynamique en 45 secondes. Très bien, je m'appelle Silver Bossamba. Je dis déjà merci à Boni et à vous tous pour l'organisation de ce village qui nous permet justement de pouvoir parler d'un certain nombre d'actions que nous menons, d'initiatives, parce que nous avons une casquette au niveau écosystème, mais aussi une casquette en tant qu'entrepreneur. Et j'espère pouvoir parler de la casquette au niveau écosystème aussi, parce qu'on a monté un programme justement panafricain qui touche que l'Afrique francophone afin justement de développer cette passerelle entre l'Europe et l'Afrique et le reste du monde. Parfait. Merci en tout cas. Vous intervenez dans quelques instants, quand vous voulez. Sandrine aura des questions, j'aurai des questions, c'est dans quelques secondes. Alors, sur le plateau, qui a-t-il avec vous, Sandrine? Rudy de Maxi Cash qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Alors, Maxi Cash aussi, si mes informations sont exactes, vous êtes congolais et par contre, vous avez également un pied en Afrique du Sud, c'est bien ça? Alors, je peux vous dire que les collectifs européens du village attendent avec grand intérêt votre intervention pour une raison toute simple, hein, c'est que nous, on rame en Europe avec les technologies de paiement, avec les fintech dans certains domaines et apparemment, ça marche fort en Afrique. Je vous laisse vous présenter là encore en 45 secondes. Bonjour, merci de m'avoir sur le plateau. Mon nom c'est Rudy Mukwamou. Je suis entrepreneur congolais. Oui, comme vous l'avez dit, je suis à cheval entre l'Afrique du Sud et la RDC, entre de concevoir des solutions numériques, spécifiquement dans le secteur de la fintech, donc technologie financière, permettant aux entrepreneurs congolais, aux entrepreneurs en Afrique du Sud de recevoir des paiements et d'effectuer des paiements dans différents secteurs. Merci. Merci. Le panel est au complet. On va pouvoir commencer bien nos questions. Si j'ai oublié quelqu'un que je n'aperçois pas sur le plateau, n'hésitez pas, on est entre amis. Sandrine, la première de nos questions. C'est parti. Oui, Marie, excuse-moi. Écoute, moi, la première question que je vais poser, elle sera pour Issa aussi, qui peut se présenter très rapidement aussi, parce que j'ai vu que mes invités étaient un peu moins bien présentés que les tiens d'ailleurs. Mais ma première question sera pour Issa aussi, et je voudrais savoir quels sont les services fintech qui sont utilisés en France, en Europe, pardon, et pensez-vous qu'il soit plus facile de l'utiliser en Europe plutôt qu'ici à RDC? Alors, Yves Sassi répondra. Je pense que sur la partie FinTech également, Maximilien. Et ceux d'entre vous qui demandaient la parole, c'est parti. Yves, une réponse rapide, peut-être bien complétée par Maximilien. Et puis, ceux qui souhaitent intervenir sur ces enjeux des FinTech. Je pense qu'en fait, il y a une évolution assez lente, mais Monsieur le ministre Cédric Villani l'a très, très bien expliqué. Et je voulais juste faire une aparté quand même, mais Monsieur le ministre, je voulais vous remercier pour ce que vous faites pour la compréhension de l'intelligence artificielle, en tout cas dans notre pays, parce que vous êtes, pardonnez-moi de vous agresser de cette façon, mais vous êtes une des rares personnes qui fait avancer cette intelligence artificielle, en tout cas sa compréhension. Voilà, je ne vous ennuie plus. Mais ceci pour dire qu'en France, on a énormément de mal à avancer dans ces technologies-là, alors qu'on s'en sert tous les jours. Et c'est un petit peu le cas dans le monde du paiement, où on est toujours à avoir quelques espèces dans nos poches, alors que dans énormément de pays, y compris en Afrique bien sûr, et en Asie, les espèces ont quasiment disparu. Je pense qu'un échange entre Kinshasa et Paris est justement un levier pour faire comprendre chez nous
qu'on a encore des progrès à faire. Merci pour cet élément. Maxime, un complément. Et bonjour à tous. Merci beaucoup de l'invitation. Un petit mot, donc Finance Innovation, on est le cluster de la finance digitale et de la fintech. Donc on rassemble des grands groupes de la finance, banque, assurance, gestion d'actifs, les fintech et les académiques pour faire des projets collaboratifs. Donc on a pas mal de projets dans l'IA. On a eu l'honneur de plusieurs fois inviter Cédric Villani à nos fintech community. Et par ailleurs, on a fait des événements communs avec Yves Sassi et le club de la franchise sur le e-commerce. Alors, un petit mot sur le paiement, donc en France, sur les fintechs dans le paiement. Donc, il y a pas mal de fintechs sur le paiement en France. Il y a tout ce qui est agrégateur en fait, d'utilisation de moyens de payer les vendeurs. Donc, on a des belles fintechs, Lemonway, MangoPay, iPay, Dalenis, qui a été racheté plusieurs centaines de milliers, dans les 150 millions d'euros par BPCE. On a des belles success stories. Bien sûr, la différence qu'il y a entre la France, l'Europe et l'Afrique, c'est la mobile monnaie. Le système bancaire étant ce qu'il est en France, le e-commerce s'est appuyé sur les banques. C'est appuyé sur les solutions justement d'interopérabilité des moyens de paiement que je viens de vous citer. Alors qu'en Afrique, comme il y a une bonne partie de la population n'est pas bancarisée, c'est tout ce qui est mobile monnaie qui s'est développé. Et donc, tout ce qui est… les opérateurs télécoms ont été très actifs. Donc, par exemple, Orange est très actif en Afrique, en particulier en Afrique francophone. Un des fondements de la croissance de Orange Bank aujourd'hui, c'est son activité africaine. Donc, c'est très important. Donc, dans la mobile monnaie, on a plein de startups françaises. Donc, je pense à TagPay, WeCashUp, Bizao. On a labellisé la finance innovation. Un point important aussi à noter, et qui peut intéresser l'Afrique, c'est tout ce qui est paiement en espèces des achats sur Internet. Donc avec mobilisation des tout petits commerces pour payer en cash ce qu'on a acheté sur Internet. Donc, c'est des boîtes comme Cashway, comme Yes by Cash, enfin, il y en a pas mal. Donc là, je connais que les Français. Hein. Je suis content de rencontrer les fintechs africaines pour qu'on va nous permettre d'élargir au continent africain, je pense. Vas-y. Allez-y. Oui, donc juste pour terminer, donc, et tout ce qui est, ne pas oublier, dans la mobile monnaie, il y a ces problèmes d'agrégation de moyens de paiement. À partir du moment où vous avez des plateformes de e-commerce, vous devez agréger les moyens de paiement. Et donc, ces problèmes qu'on a avec les moyens de paiement bancaires en France, on a les mêmes en Afrique. Donc, on a besoin de ces outils d'interopérabilité. Et dernier point sur le e-commerce et le paiement en France, il y a tout ce qui est les moyens de paiement, on va dire, hors banque. C'est compliqué pour les tout petits éditeurs, les petites associations de même faire du paiement en ligne. Et donc, il y a des solutions comme PayPlug, comme PayWeek qui se sont développées et qui permettent donc à accéder au e-commerce des petites structures qui vont pas sur les grosses plateformes genre Amazon et qui n'ont même pas les moyens ou même le système bancaire n'est pas toujours parfait là-dessus d'utiliser leur banque pour s'équiper en moyens de paiement en ligne. Voilà, donc c'est un petit peu l'écosystème en France. Et donc, on voit bien les liens qu'il y a avec l'Afrique. Donc, moi, quelque chose qui m'intéresserait de la part de nos panélistes du côté du Congo, et du Cameroun et du Gabon, c'est de nous dire un petit peu comment vous vous positionnez vous par rapport à la mobile monnaie, aux agrégateurs de mobile monnaie, voilà, pour en savoir plus et mieux connaître votre écosystème. Rudy, Silver, qui veut réagir? Yves a également redemandé la parole. Silver, Rudy, allons-y. N'hésitez pas. Hein. Très bien, je vais réagir. Je vais parler un tout petit peu des grosses problématiques que nous avons. Il faut savoir qu'on fait face à une pyramide inversée. Plus on va vers le haut, plus c'est lent. Donc, en fait, on attend une transformation digitale en fait, des États, des grosses entreprises. Elle arrive, mais très, très, très lentement. Dans le milieu, on attend une transformation des PME, mais elle aussi, elle se fait de manière très lente. Par contre, on voit une grosse croissance qui arrive de manière vraiment, c'est une avalanche sur tout ce qui est MPME, donc les micro, petites et moyennes entreprises. Il y a vraiment une transformation digitale qui se produit. Maintenant, la grosse problématique que l'on a,
au niveau africain et surtout de l'Afrique centrale, c'est que une fintech, surtout dans le paiement, ça marche avec le volume. Des entreprises ou des organisations qui ont des volumes importants de clients qui sont capables, grâce à la dématérialisation, de payer des services en ligne. Et tout ceci peine à arriver. Voilà d'ailleurs pourquoi, en fait, je veux parler de cette initiative, qui est une initiative intéressante pour toutes les fintechs sur le continent africain. On a créé un programme d'accélération à Libreville qui s'appelle Startix 241, qui invite toutes les innovations de l'espace francophone, que ce soit en Afrique ou en dehors de l'Afrique, à venir, à s'enregistrer pour pouvoir être déroulées sur toute l'Afrique centrale. Alors, on a donc décidé de créer ce grand cluster qu'on appelle la communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui regroupe environ 11 pays, qui représente environ 200 millions de consommateurs. Et on a enregistré aujourd'hui près de 266 startups de l'espace francophone qui ont décidé de venir sur le territoire Afrique centrale. Et par exemple, pour le cas de la RDC, il y a 33 startups de la RDC qui se sont enregistrées, 39 du Cameroun, 26 sénégalaises, 35 tunisiennes, 17 françaises et bien d'autres se sont enregistrées. Alors, le déroulement va se faire en 2 temps. D'abord, le laboratoire de test est à Libreville au Gabon sur 6 mois et après, les startups sont déployées sur l'ensemble des 10 autres pays de la communauté économique de l'Afrique centrale. Ce programme est financé par différents partenaires. On a des partenaires tels que l'AFD, on a des partenaires tels que Cofina, une banque panafricaine, on a des partenaires aussi comme l'ambassade de France au Gabon, l'Institut français, l'Union européenne. On a levé à peu près près d'1 million d'euros pour pouvoir justement soutenir ces startups. Alors la bonne chose, c'est que en faisant venir toutes ces startups dans ce territoire, il faudra accrocher des moyens de paiement. Et les moyens de paiement, les startups qui existent dans ces 11 pays vont avoir la possibilité d'accrocher des moyens de paiement à des innovations qui viennent dans le domaine, par exemple, du covoiturage, à des innovations qui viennent dans le domaine de la e-éducation ou dans la e-santé. C'est tout un marché que l'on crée pour ces startups qui viennent du domaine de la fintech, mais aussi des autres qui viennent d'autres domaines qui ont besoin justement de ces moyens de paiement pour pouvoir justement opérer dans ces territoires. Merci Silver. Sur cette thématique-là, qui veut réagir encore également sur le plateau? Rudy, peut-être. Yves, vous avez également demandé la parole. Alors, brièvement, il est 12h08. On va terminer à 12h30 précise. Yves, une réaction peut-être? Oui, une réaction rapide. Il y a une problématique, je pense, qui est générale, que ce soit chez nous ou sur tous les continents, c'est que, par exemple, et c'est ce qui nous concerne, nous, dans le monde du retail, il est très difficile d'avoir une vue d'ensemble des outils que l'on doit mettre en place pour digitaliser son entreprise, y compris, donc, il faut construire une architecture, il faut donner des priorités, et évidemment, les systèmes de paiement doivent être inclus là-dedans, et c'est difficile pour un entrepreneur de connaître les informations, les techniques, et évidemment, les meilleures entreprises qui peuvent accéder aux demandes. Je pense que ce serait intéressant d'avoir de temps en temps, alors c'est ce qu'on essaie de faire au Club de la franchise, mais des mises en relation entre les retailers, les commerçants, les chaînes, etc., et des startups sur un domaine d'activité. Je crois que c'est un besoin qu'ont les gens d'avoir une centralisation de l'information digitale. Merci. D'autres réactions sur la partie FinTech? Je précise, et je vais donner d'ailleurs la parole à Maximilien pour qu'il nous donne une date, que ce rendez-vous n'est qu'une première étape dans notre volonté de créer des ponts tout au long de l'année. Et Maximilien nous prépare, je crois que c'est pour le mois de mai, si mes informations sont exactes, une rencontre qui va s'appeler Franco FinTech. Un petit mot sur ce sujet, Maximilien? Merci Marc-Lionel de faire de la pub, c'est dans l'agenda. Très bien. Oui, on a prévu donc dans le cadre du village francophone de faire une rencontre entre les différents écosystèmes francophones de la FinTech. Donc Franco FinTech, ça sera le jeudi 20 mai 2021. Donc
on a l'accord du Québec, l'accord normalement donc, de la Belgique, j'ai un call de consommation la semaine prochaine. On a l'accord aussi probablement de l'île Maurice. On a l'accord du Luxembourg. On est en négociation aussi avec alors l'Afrique du côté Côte d'Ivoire, mais peut-être à discuter avec Silver sur la partie aussi Afrique centrale. Donc ça, on va voir bientôt. Et juste un petit mot par rapport à ce que disait Yves. Oui, c'est très important. Il y a un foisonnement de fintech. Et là, quand je discute avec vous, en travaillant à la table ronde, je me suis rendu compte qu'en Afrique, il y avait énormément de fintech. Donc, quand on ajoute les fintech en France, au Luxembourg, c'est pour, on va dire, comme dit Yves, sur on va dire les non-connaisseurs, il y a une foison, ils ne peuvent pas s'en sortir en fait. Et donc, il y a une volonté de faire des ponts entre les différents écosystèmes. Donc, c'est ce qu'on a essayé de commencer à faire avec Yves entre fintech et retailer. Et juste ajouter que les succès de la fintech en France sur le e-commerce, c'est justement des outils d'interopérabilité et de centralisation des moyens. Donc, Lemonway, MangoPay, Dalenis, c'est ces outils-là qui cartonnent. Et peut-être du côté de l'Afrique, regardez justement quels outils pourraient interopérabiliser tous vos moyens de paiement en mobile monnaie. Je pense que ça sera les futures licornes africaines. Ce sera des futures licornes africaines et ce seraient des moyens très, très opérationnels pour accélérer les success stories africaines vers l'Europe ou l'Amérique francophone et inversement, pour accélérer nos champions. Alors, vous nous donnez une transition toute trouvée. Est-ce qu'on peut redonner, mesdames et messieurs, les francophones qui suivaient nos lives du village, est-ce qu'on peut redonner la date exacte à vos agendas pour Franco FinTech? On note dès à présent ce rendez-vous. Ce sera donc c'est le 20 mai, c'est bien ça, Maximilien? Le 20 mai 2021 et vous êtes tous et toutes invités pour ce rendez-vous si évidemment vous trouvez un intérêt sur la partie FinTech. Alors, vous parliez du commerce, ça nous donne une belle transition et je suis même presque étonné, Bonnie, Rudy, vous-même sur scène que vous n'ayez pas encore réagi, mais le succès du e-commerce dépend aussi de la puissance, de l'efficacité de deux métiers qui sont les vôtres. Alors, Bonnie va nous parler du dernier kilomètre de la livraison, mais j'imagine que Rudy, pour faire une transition, vous avez peut-être envie de nous parler avec MaxiCash de la réalité des moyens de paiement dédiés au e-commerce. Un mot sur ces deux enjeux qui commencent. Ok, donc je vais quand même essayer de parler un peu de cette différence de e-commerce ou plus particulièrement de la fintech en Europe et en Afrique. C'est vraiment un monde très intéressant parce que l'opportunité en Europe n'est pas aussi élevée que les opportunités en Afrique. Donc, l'opportunité de pouvoir donner une solution de paiement en Afrique est vraiment large parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Donc, c'est une opportunité pour quelqu'un qui veut faire de la fintech. C'est plus intéressant de le faire en Afrique que de le faire en Europe. Mais malheureusement, pour cette opportunité, il y a trop de challenges. Donc, il y a trop de challenges. Ça veut dire que vous êtes déjà buté à un problème d'éducation. Donc, les gens ne sont pas assez éduqués dans les outils numériques. Donc, vous avez un challenge pour que votre plateforme puisse se développer si rapidement, alors qu'en Europe, vous ne l'avez pas. En Europe, les gens comprennent déjà les outils numériques. Donc, c'est plus facile pour une fintech de se développer plus rapidement, malgré que l'opportunité n'est pas aussi élevée qu'en Afrique. Donc, en Afrique, le deuxième challenge qu'on a, c'est un souci de connexion. Donc, ça veut dire que beaucoup de gens ne sont pas si bien connectés, sans un problème d'infrastructure. Donc, les entreprises qui donnent l'Internet ont des challenges pour pouvoir donner l'Internet à haut débit partout en Afrique. Il y a des coins en Afrique qui sont pratiquement même pas alimentés en électricité. Alors, ça devient le troisième challenge. Donc, il y a l'électricité, l'éducation numérique et l'Internet qui sont les challenges pour les solutions fintech en Afrique, malgré que l'opportunité est vraiment énorme. Alors, beaucoup de ces fintech qui veulent vraiment se développer en Afrique ou qui quittent l'Europe, qui veulent venir établir leur entreprise en Afrique, devraient avoir cette information qui serait les challenges de pouvoir ne fût-ce que réussir à haut niveau. Nous qui opérons dans ce genre de domaine, oui, nous trouvons ce que nous pouvons être peut-être un succès assez maigre, que nous pensons que nos plateformes à nous en Europe ne seront un peu plus avancées, mais nous pensons que cette opportunité que l'Afrique donne pourra être encore plus grande d'ici demain, et nous sommes là et continuons à développer avec MaxiCash des solutions, comme tout le monde le mentionne. C'est vraiment des soucis d'interopérabilité.
et un souci de pouvoir donner le plus d'options de paiement aux entrepreneurs ici en Afrique. Merci pour bien ce focus. Alors, même question, on va un petit peu s'éloigner des fintech pour entrer dans le cœur du métier du e-commerce et du commerce. Deux experts avec nous aujourd'hui, Thibault Le Carpentier, mais puisqu'on est à Kinshasa, Boni, expliquez-nous le succès de Tinda. Expliquez-nous, voilà, on sait que, je sais que Fabien Esnou, le coordinateur du collectif Transport et Logistique, suit l'émission. Nous, en Europe, c'est l'enfer, le dernier kilomètre en termes de livraison. Alors, est-ce que c'est le bonheur du côté de la RDC pour livrer? Et c'est quand même la clé du succès du e-commerce. C'est quoi votre secret, Boni Maya? Alors, il faut savoir que parmi les challenges que Rudy a cités, il y en a également d'autres dans le domaine de la logistique au dernier kilomètre. Donc, c'est comme nous appelons livraison à domicile ou en point relais. Il y a le challenge d'infrastructure routière, parce qu'il faut savoir que nous avons pratiquement 27% de routes qui sont couvertes. Et au-delà de ça, il y a aussi les challenges d'adressage, parce que certaines de nos rues ne sont pas logiquement adressées de telle manière qu'on puisse facilement trouver la prochaine séquence en termes d'adressage. Alors, ce qui est fait avec notre service de livraison avec Tinda, c'est que nous avons développé un système de zoning qui nous permet de diviser la ville en plusieurs tranches et de recruter des livreurs qui sont des habitants de ces différentes zones, et cela permet de livrer facilement et aisément sans avoir à poser des questions sur le virage à gauche, à droite, devant, derrière et ainsi de suite. Et au-delà de ça également, notre équipe à nous est constituée d'experts qui maîtrisent quand même le terrain, qui maîtrisent quand même tout ce qui est difficultés administratives et difficultés routières. Je crois que certains comprennent quand j'ai dit difficultés routières ici. Et donc, nous avons vraiment travaillé sur des stratégies pour offrir un service de livraison à domicile le plus rapide de Kinshasa, le plus compétitif et le plus disponible. Merci, merci Rudy, merci Boni. On vient de parler de deux composantes clés du e-commerce, la livraison et effectivement le paiement. On aurait pu parler également d'acquisition de clients, on aurait pu parler de rétention de clients, de réactivation des clients perdus, le tout avec des bases de données. Je me tourne vers Cédric Villani parce qu'on voit bien que ces technologies, elles sont clés, elles sont évidemment elles sont au cœur des leviers de développement du e-commerce. Quel est, pour vous, Monsieur le ministre, le rôle de l'algorithme dans ces technologies? Ici, c'est une question extrêmement pertinente. Bien sûr, on l'a bien vu dans les thèmes qui ont été évoqués, à quel point c'est important d'assurer la connectique, le fait de gagner de nouveaux clients, le fait de proposer des services, mais aussi derrière, il y a toute une série de technologies mathématiques, d'algorithmiques qui viennent faciliter. On a parlé de livraison et qui viendront enrichir aussi ces applications. Tout à l'heure, on parlait de livraison et du dernier kilomètre. On est là sur des problèmes de logistique et de recherche opérationnelle, comme on dit, dans lesquels la résolution d'optimisation joue un rôle important. Moi-même, j'ai fait ma carrière en mathématiques, une partie de ma carrière sur les problèmes de transport optimal qui ont été développés dès le XVIIIe siècle avec une approche d'ingénierie et qui sont enrichis récemment de tout le volet algorithmique. Et donc, ce sera des questions telles que comment optimiser les livraisons en tenant compte de ce qui est disponible, de tous les réseaux possibles pour faire arriver la marchandise avec le dernier kilomètre dans une façon multimodale efficace. Bien sûr, on a peu parlé des questions aussi de cybersécurité, mais elles seront de plus en plus fondamentales. Les façons de se protéger des attaques, de trouver de façon dynamique, de façon les transactions qui sont inhabituelles, qui sont des fausses transactions, les attaques de toutes sortes. Là aussi, l'algorithme jouera un rôle majeur. Et on pourrait multiplier les exemples. Derrière, il y a beaucoup de mathématiques qui va se développer de pair avec l'algorithmique et qui nécessite une étroite partenariat des scientifiques, y compris des scientifiques avec une... Ok, merci en tout cas. Merci pour cet éclairage. Alors, on a parlé de fintech, on a parlé de e-commerce, mais eh bien, les experts en Afrique et en Europe sont unanimes
en Amérique aussi, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que le i existe encore? Est-ce que, on l'a vu avec la crise de la Covid, est-ce qu'un commerçant qui n'aurait pas engagé eh bien le virage et une vraie démarche de numérisation est-il encore viable? Eh bien, cette question, on va la poser à Thibaut et à nos experts africains. Aujourd'hui, clé du succès, on a vu des fintech, on a vu le e-commerce, clé du succès du commerce en Europe, clé du succès du commerce en Afrique. Eh bien, ce sera ma dernière thématique avant un dernier tour de table pour chacun. En 1 minute, je vous demanderai de conclure. Il est 12h20. Thibaut Le Carpentier, c'est à vous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, ça fait 40 ans que je travaille sur des problématiques de commerce, bien évidemment dans la grande distribution d'abord et aujourd'hui beaucoup sur des problèmes de centre-ville, puisque je participe au développement du club des managers de centre-ville en France, c'est-à-dire plus de 250 personnes qui travaillent avec les municipalités pour développer le commerce. Je participe aussi au développement de la Journée nationale du commerce de proximité, qui est un événement qu'on fait tous les ans dans plus de 500 villes. Il y a un élément dont on a peu parlé jusqu'à maintenant. On a beaucoup parlé technologie, on a beaucoup parlé demande avec de l'intérêt pour les consommateurs, on a très peu parlé des commerçants. Or, c'est souvent un des maillons qui bloque dans le développement de la technologie, c'est que ils ne sont pas forcément bien formés, ils n'ont pas forcément les éléments. Je reprends un élément qui a été dit tout à l'heure et je vais prendre un exemple franco-français. Nous, on a fait l'analyse que si on mettait tout ce qu'on est censé mettre en technologie dans un magasin aujourd'hui, il faut mettre 38 technologies différentes. Le problème, c'est qu'il va falloir 9 box. Et ça, je n'ai pas un commerçant qui va accepter de payer pour 9 box et pour 38 technologies. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gros problèmes de rentabilité derrière. Donc, moi, quand je regarde l'ensemble du commerce dans le monde, je reprends ce qui a été dit tout à l'heure. Moi, je suis étonné, enfin, moi, ça ne m'étonne plus, mais je pense que les Français sont toujours très étonnés de la maturité de la technologie dans des pays africains. En revanche, le point qui, moi, me paraît intéressant, c'est que l'Afrique et l'Europe, et les États-Unis, par exemple, ou l'Asie, on n'a pas la même histoire du commerce, on n'a pas la même maturité sur les formes de commerce. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle e-commerce en Occident, nous, on a tout le poids historique de la vente à distance avant. Il ne faut pas oublier que la première grande chaîne de distribution qu'on a inventée en 1870 de mémoire, c'était Sears aux États-Unis, un catalogue de 300 000 produits et 10 000 mètres carrés de plateforme logistique. Donc tout ça, ça pèse chez nous dans notre historique. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire d'échange entre des expériences chez vous et des expériences chez nous. Je pense aussi qu'il faut ouvrir le jeu. Très clairement, c'est la réflexion qu'on va commencer à mener, j'espère, avec Maximilien Nayaradou et Finance Innovation, qui a sorti un rapport il n'y a pas longtemps sur bâtiments, villes et territoires durables. Je pense qu'il faut ouvrir notre réflexion du commerce aussi à la technologie intelligente des bâtiments, à toutes les données qu'on peut sortir des bâtiments et à tout ce mélange de données et de la traiter de manière intelligente. C'est le projet qu'on a évoqué avec Cédric Villani il y a quelques jours sur le territoire d'Orsay, de créer sur le territoire, parce qu'on a ce qu'il faut pour le faire, une gigantesque plateforme d'échange, notamment alors pour les entreprises françaises, mais bien évidemment les entreprises, on a un gros volet entreprises, notamment africaines, pas simplement les startups d'ailleurs, mais aussi les entreprises installées et de préférence les TPE et les PME, pour qu'elles puissent s'ouvrir à ces technologies, rencontrer les acteurs de cette technologie, que ce soit les laboratoires de recherche, que ce soit des doctorants sur tous les différents sujets qui peuvent les aider en une journée, en 10 jours ou en 2 ans s'il faut, pour développer une approche intelligente de la donnée, puisque je sors bien évidemment du jeu commerce, mais très clairement pour revenir à un sujet qui est qu'on ne fera pas de commerce demain sans données. Et pas uniquement des données commerce et pas uniquement des données consommateurs, mais des données de l'ensemble de l'environnement, du territoire et de la ville. Et là, il va falloir avoir les bons algorithmes. Et surtout, il va falloir se poser la question, et je pense qu'elle est d'actualité chez nous en France aujourd'hui, puisque un des plus grands, OVH à Strasbourg, qui est un des plus grands concentrateurs de données, a malheureusement brûlé il y a quelques jours, et que j'ai des commerçants et des amis qui ont perdu 100% de leurs données
Et là, c'est même plus de la cybersécurité, c'est de la lutte anti-incendie. Donc, on est vraiment au démarrage, et je pense que dans ce démarrage, il faut qu'on se mette tous ensemble, parce qu'on a tous des éléments de culture différentes, et c'est l'interculturalité qui arrivera à faire un commerce intelligent, sachant qu'après, je ne crois pas aux villes intelligentes, je crois aux villes résilientes, et je crois aux villes qui sont toutes différentes les unes des autres. Merci beaucoup Thibaut, merci pour cet éclairage. Alors ces ponts, ces conversations, cette communauté de réflexion e-commerce, fintech, eh bien, elle commence aujourd'hui. Elle a de nombreux rendez-vous pour se parler. Un rendez-vous à noter également, Thibaut, avant de faire le tour de table de conclusion. Ça va être confort, vous aurez au moins 25 secondes chacun, puisqu'on terminera à 12h30. Une date à noter dès à présent dans l'agenda où 3 continents vont se mettre en lien pour aligner un petit peu leur vision du commerce de demain. Thibaut? Alors, comme on ne pouvait pas faire la NRF cette année, c'est-à-dire la National Retail Federation de New York qui a lieu au mois de juin tous les ans, parce qu'ils ont annulé l'événement pour des raisons que tout le monde comprendra, avec quelques-uns et à la tête du bateau, Marc-Lionel Gâteau, on a pris la décision qu'on allait faire un événement virtuel, le premier événement virtuel mondial quasiment qui va durer 24 heures, autour du commerce et autour de la technologie, où on va parler commerce, où on va avoir plusieurs centaines d'experts qui auront jugé plusieurs centaines de technologies au niveau mondial, et on va tenter le coup le 8 juin prochain. Donc on espère que vous serez nombreux, on espère que Bonnie, déjà, on va travailler ensemble sur le sujet. Les Canadiens s'est lancé avec la Belgique, je suis en train de lancer avec Israël et je suis en train de lancer avec Monaco. Voilà, donc on va tenter le coup, on va voir si la technologie résiste et on se retrouve tous au plus tard le 8 juin. Le 8 juin, Silver, on a besoin de l'énergie et des bonnes idées. Un mot de conclusion à chacun. Vraiment, il reste 20 secondes à chacun d'entre vous. Silver, une réaction sur le commerce, un rendez-vous le 8 juin pour continuer aux échanges. Et vous aussi, dans votre calendrier, Silver, est-ce qu'il y a un temps fort à noter dans vos agendas pour être à vos côtés avec nos communautés? Un dernier mot sur le commerce. Effectivement, je le disais tout à l'heure, il y a une explosion des MPME, donc des micro et petites entreprises, les commerçants, les artisans complètement désorientés depuis la pandémie. Nous, ici, à partir de Libreville, on a créé une école, l'école 241 Business, pour former les artisans et les commerçants justement à l'utilisation du digital. On a eu un grand coup de pouce d'une organisation qui s'appelle, une très grosse entreprise qui s'appelle Airtel Gabon, et avec elle, nous allons former 20 000 artisans sur tout le territoire, justement pour leur donner les moyens, les outils pour pouvoir justement continuer à exister, parce qu'il y a des enjeux d'exister, mais aussi continuer à croître. Silver, un grand merci pour votre regard. Restons connectés, avançons tout au long de l'année au sein du village francophone. Yves Sassi, votre conclusion. Vous êtes en mute, Yves. Voilà, il faut démuter. Sinon, elle sera brève et effectivement extrêmement sobre. Là. Pardon. C'est parti. 30 secondes de conclusion. Oui, même pas. Je voulais réagir sur ce que vient de dire Silver. Et d'ailleurs, on en parlait avec Maximilien tout à l'heure aussi. C'est que nos commerçants, en général, chez nous aussi, ont besoin de cette formation, d'une école de formation du digital. Sinon, beaucoup vont en mourir. Exact. Merci. L'éducation, un enjeu mondial et pour la francophonie en particulier. Maximilien, 14 secondes et demie de conclusion si on veut rester dans les temps qui nous sont impartis. En gros, reprendre ce qu'a dit Thibaut, Yves et Silver. En gros, on a tellement de solutions de paiement. Je ne sais plus ce que disait Thibaut, genre 38 solutions, 8 box. Il y a un vrai sujet. Et donc, regardez du côté de l'interopérabilité, que la technologie puisse permettre l'interopérabilité, qu'on puisse utiliser plusieurs solutions, la fidélisation, le cashback. Enfin, il y a énormément de créativité, mais il faut la structurer. Ok, merci Maximilien. Et également Franco FinTech dans quelques semaines pour en savoir plus. On continue le tour de table. Rudy, votre conclusion et peut-être un rendez-vous à noter dans les agendas pour continuer nos travaux ensemble. Je vous remercie encore tout le monde pour cette session. Donc, à ma communauté, je vous encouragerai de continuer à utiliser les solutions numériques
Ça veut dire faire du e-commerce. Si vous êtes commerçant, vous êtes un vendeur, commencez à vendre, à utiliser des solutions comme MaxiCash pour pouvoir recevoir votre paiement. Que vous vendez sur WhatsApp, que vous vendez sur Facebook, ou que vous vendez sur un site web, nous avons des solutions pour vous et nous pensons que nous allons continuer à développer ce secteur. Merci. Un grand merci et bravo pour le dynamisme de MaxiCash et pour cette belle success story. Monsieur le ministre Cédric Villani, votre conclusion et votre regard sur ces échanges. Moi, je suis très heureux d'avoir eu ces échanges et puis ces rendez-vous qui arrivent. Je rappelle qu'au-delà des solutions technologiques, les aventures partenariales sont toujours des rencontres humaines. Et quand on travaille sur les solutions technologiques, c'est aussi des savoir-faire, de l'acculturation, du renforcement de la confiance des uns avec les autres, et ça se joue dans la durée. Je suis invité à participer à une école d'été franco-béninoise en juillet prochain. Et donc, cet été sera définitivement placé sous le signe des coopérations scientifico-technologiques innovation entre la France et l'Afrique subsaharienne. Monsieur le ministre Cédric Villani, merci. Un petit mot également pour donner un agenda sur le village francophone où notre collectif franco-allemand sur l'IA prépare, je crois, le 10 juin. Il me semble que votre DIRCAV a déjà reçu quelques infos là-dessus. Un gros événement franco-allemand autour de l'accélération entre nos plaques francophones et germanophones. On serait vraiment très, très, très heureux de vous y accueillir. Voilà, plein de rendez-vous pour créer des ponts, pour travailler ensemble, pour mieux se connaître. Pour finir, Sandrine, je crois qu'on va s'associer pour féliciter, pour remercier du fond du cœur les deux grands organisateurs de cette matinale. Enfin, on a passé midi, donc je ne sais pas comment on a appelé ce temps fort. Jérémy Nestel, Bonnie Maya et Sandrine, qui a fait un travail énorme de préparation. Sandrine, je vous laisse le micro pour la conclusion avec nos deux chefs d'orchestre. Oui, merci Marc-Lionel. En effet, ici, il y a eu un très très gros travail qui a été effectué. Moi-même, je remercie Bonnie Maya pour tout ce qu'il fait pour la RDC aujourd'hui, c'est très important. Et je laisse aux deux organisateurs le soin de conclure ce beau débat. Alors moi, je vous remercie. Je remercie Monsieur le ministre Villani. Je remercie Monsieur Arnaud Gachet également, l'adjointe de la maire de Paris. Je remercie Madame la ministre Tabou qui était avec nous. Je remercie Marc-Lionel et les villages francophones. Je remercie Jérémy Nestel, Thierry, Thibault Le Carpentier. Je remercie Yves Sassi. Je remercie Maximilien. Je n'oublie personne, Maximilien. Et je remercie également Sylvia qui était avec nous en direct. Il a atterri il y a quelques minutes et il s'est connecté vite pour être avec nous dans le live. Je remercie Rudy Bocon qui était avec nous également. Il y a toutes les personnes qui étaient connectées avec nous. Je remercie également le public d'être venu pour suivre ce premier digital entre Paris et Kinshasa. Nous avons eu deux ministres de notre côté et de votre côté. Nous avons eu l'adjoint de la maire de Paris, et ça c'est une très bonne chose. L'adjoint de la maire de Paris nous a promis deux choses. J'espère que Paris tiendra la connexion avec la station F. Donc les exposants qui sont au salon ont écouté, ont entendu, et nous ferons le nécessaire pour que cela soit réalisé. Jérémy, si tu as quelque chose à dire. Tu as refait les remerciements. Je pense qu'on peut remercier effectivement tout le monde. C'était un pari, c'était un challenge d'organiser ça. Dans les mots-clés, on a attendu territoire résilient, école de formation digitale, commerçants, interopérabilité, structurer les bons outils de l'innovation et surtout se voir directement. Je crois que c'est pour cela qu'on a besoin d'avoir des territoires d'expérimentation. On voit que les territoires peuvent travailler en réseau. Prochainement, avec une gruée, vous allez pouvoir voir énormément de choses innovantes sur la partie commerce et dans d'autres territoires. En tout cas, ce qui se passe, c'est que l'innovation a aussi besoin de s'incarner physiquement dans des territoires. Donc, à très bientôt à Kinshasa, très bientôt à Paris, et merci à tous. Quitte avec le jingle, à très bientôt et merci à ceux qui suivent tous nos lives. Au revoir.